prévisible parce qu'il n'entre pas dans un programme. On peut bien dater une naissance, mais cela ne dit rien de la naissance elle-même, de l'instant de la venue au monde. Où se situe le seuil entre l'être au monde et le ne pas encore être au monde, plutôt que le ne plus être au monde de la mort? Cette question marque un point de limite sur lequel nous n'avons ni choix, ni pouvoir, ni position. Ma question portera plutôt sur ce que signifie le passage de « il n'y a personne » à « il y a quelqu'un », puis de « il y a quelqu'un » à « il n'y a plus personne ». Exister en tant que quelqu'un consiste à occuper une position dans le monde, à se loger quelque part dans l'être. Or, la situation est précisément ce qui est donné ou reçu. Mais elle n'est donnée ni par celui qui vient, ni par celui qui porte ou qui fait naître. Elle est donnée depuis un endroit immémorial et radicalement autre, du même type que la mort en engloutissant dans le non-être. Bon, pourquoi du même type? C'est comme si la venue au monde se décidait depuis un point aussi incompréhensible que la mort. À chaque fois, le rapport être-non-être pourrait être entendu comme étant soumis à la même instance extérieure. La passivité face à la présence de l'autre ne signifie pourtant pas la même chose dans l'un et l'autre cas. Naître et mourir ne me semblent pas pouvoir apparaître comme deux passages simplement symétriques, c'est-à-dire deux modalités du non-être. Il me semble que deux possibilités s'offrent à nous pour penser la naissance et la mort, soit le plan uniquement ontologique, soit l'approche humaine. Chaque approche, celle qu'on appelle l'ontologisme et celle que Lévinas par ailleurs appelle l'éthique, offre une compréhension différente de l'existence. Un problème se pose selon moi lorsqu'on veut imbriquer l'une dans l'autre. En termes lévinassiens, on pourrait dire qu'il s'agirait de confondre le rapport à l'ilia et le rapport à l'iléité. Et c'est une hypothèse que l'on rencontre quelquefois à propos de Lévinas, que la description de l'écrasement dans l'ontologie et la description de l'extériorité éthique finiraient par se rejoindre. Pourtant, il s'agit ici de l'existence humaine, et avec Lévinas et Jankélévitch, ce n'est plus le rapport au non-être qui borde l'être, mais la situation de l'homme ancrée dans l'être et sous le coup de l'être en tant qu'impersonnel, il y a. En termes de pouvoir, l'existant est soumis à la possibilité de l'inexistence, voire même l'obligation à l'inexistence in fine. Mais la question de la naissance se distingue parce qu'elle ouvre le moment d'un corps personnel, et pas seulement un corps qui pâtit de sa mortalité, mais qui surpasse cette mortalité imminente ou qui s'en décale à partir de l'envergure personnelle qui lui permet d'habiter le monde. Habiter, pas à la manière de l'autochtone, mais en tant qu'étranger. L'errance de l'humain n'aurait alors de sens que le déploiement oublieux de sa destination ontologique, mais en devoir de venir sans cesse au monde prendre une situation d'humain à travers un geste humain. En sorte que la topique humaine relève d'un maintien de l'humain et du personnel, ce faisant, plutôt que d'une conservation. Voyons comment, en faisant dialoguer Jankélévitch et Lévinas, on pourrait parvenir à une clarification de ce que signifie l'ilia et l'iléité et de pourquoi, selon moi, il sera abusif de rapprocher leurs descriptions comme s'il s'agissait de dimensions égales, voire interchangeables. En d'autres termes, pourquoi une vision qui pose l'ontologie comme l'endroit à l'intérieur duquel l'existence est contenue ne peut pas équivaloir à une considération pour la présence humaine inscrite dans l'être mais ouvrant à plus que de l'être. Plutôt que de dire que le rapport à l'ilia se comprend dans la mort, tandis que le rapport à l'iléité s'ouvre dans la naissance, et de manière à ne pas maintenir une telle opposition, je dirais que le rapport à l'ilia se dit par l'absence de trou dans la dimension ontologique. Tout comme la naissance ne comble pas un trou, la mort ne laisse pas un vide, si l'on se place au plan ontologique. Le monde est avec ou sans quelqu'un de la même manière et d'une certaine façon que l'on soit mort ou vivant. L'inscription dans l'être ne signifie pas l'occupation d'une place singulière. Cela implique une certaine appartenance à l'être, mais certainement pas que l'être puisse manquer de moi ou bien m'attendre. En revanche, dans la relation avec l'autre de l'idéité, c'est-à-dire la relation personnelle qui déborde l'être, mon existence me confère une situation singulière. La naissance peut alors se comprendre comme création d'une créature
et pas comme absorption d'un élément de plus dans l'être. La différence repose donc sur le rôle de l'altérité. L'iléité permet la rupture entre les instants, tandis que l'ilia globalise. La relation avec l'autre de l'iléité ne pose pas d'équivalence entre la naissance et la mort. La naissance consiste à ce qu'un existant créé ouvre par sa présence une nouvelle place dans le monde, la place singulière qui lui appartient et à laquelle il est irremplaçable. Et c'est à partir de cette manière de venir au monde que la mort peut devenir le moment où une place est laissée vide. Voici ce qu'écrit Jankélévitch à la fin de la mort. Donc c'est pages 458 et 459 de l'édition de poche. Je le cite. « En tout cas, ceci est la revanche et la consolation et l'espérance des mortels. La mort détruit le tout de l'être vivant, mais elle ne peut pas nihiliser le fait d'avoir vécu. La mort réduit en poussière l'architecture psychosomatique de l'individu, mais la codité de la vie vécue survit dans ses ruines. Tout ce qui est de la nature de l'être est destructible, c'est-à-dire offre d'innombrables prises à la démolition, à la désagrégation, à la décomposition. Seul ce je ne sais quoi d'invisible et d'impalpable, de simple et de métaphysique que nous appelons codité échappe à la nihilisation. En cela, du moins, il y a un impérissable dont les griffes de la mort ne se saisissent jamais. En cela, du moins, la toute-puissance ne peut pas tout. Et un peu plus loin, il ajoute, le fait de l'avoir été est donc à la lettre un instant éternel. Il n'y a pas de décréation, mais d'une certaine manière, le plan de l'être ne peut pas absorber la rupture éthique où quelqu'un meurt. Parce que, comme l'écrit Jankélévitch, le visage n'est pas, pour reprendre ces mots, la place laissée vide par le non-moi environnant, puisqu'il dit le moi a un visage, en quoi avoir un visage signifie ne pas être inexistant. La tache blanche n'est pas non-être. Elle est, mais vidée de ce qu'elle n'est pas. Il s'agit donc d'un ne pas appartenir à l'être tout en étant inscrit dans l'être. Et Jankélévitch précise que le moi n'est pas seulement cela, en disant qu'il est visage. Le visage est donc cette existence autrement qu'être, d'après ce que j'en lis, qui fait que l'on n'est pas vide, mais qu'il y a quelqu'un. Il me semble qu'il s'agit là pour Jankélévitch de renvoyer la limite de l'opposition moi-non-moi. La place du sujet n'existe pas par exclusion du non-moi, mais parce qu'elle exprime une situation autrement qu'être. Cette revendication d'un moi qui a une présence positive et pas seulement fondée sur le retrait de l'hypostase, est commune à Jankélévitch et à Lévinas, me semble-t-il. La destruction touche bien une dimension de l'existant, mais ce qui demeure cependant intact relève du je ne sais quoi et du fait de l'avoir été. Avoir été signifie ici que le passage de l'existant, une fois passé, laisse une trace qui persiste comme codité. Il y a là quelque chose de paradoxal puisque ce qui seul persiste de l'existant et ce qui ne relève pas en propre de l'être, raison pour laquelle Jankélévitch fait de l'instant un instant éternel. Dire que quelqu'un naît et dire que quelqu'un meurt ne peut pas, dans une approche éthique, poser un rapport symétrique, comme entrer et sortir de l'existence. Ici, la mort, entendue comme un mode de non-être, ne suffit pas à effacer l'impulsion de la naissance qui est création. Il y a peu de temps, Yasuhiko Murakami, qui est un chercheur japonais que certains connaissent bien ici, est venu ici à Toulouse parler de la situation particulière des morts-nés. Et à travers l'analyse du dialogue avec une infirmière, il en arrive à dire que pour qu'un mort soit mort, il faut qu'à un moment il ait vécu. Même le bébé mort-né doit avoir vécu un certain moment pour être mort. Et c'est précisément à partir de cette considération, selon ce que décrivait Yasuhiko Murakami, que les infirmières sont en mesure de soutenir les mères, car alors seulement le deuil devient possible. C'est seulement à partir de ce moment d'ouverture à l'existence que la mort peut être supportée d'un point de vue personnel, non comme une disparition à proprement parler, mais comme le fait de laisser une place vide. Le deuil rappelle l'importance d'une existence qui manque,
et dont le manque ne se résorbe pas dans l'être. Inutile de préciser, me semble-t-il, en quoi la présence du cadavre est différente de celle du vivant. Le cadavre est, mais il n'est plus personne. Il n'est même pas cette tache blanche dont parle Jankélévitch, puisqu'il est assimilé au non-moi. Pourtant, au lieu de revenir à une situation initiale dans laquelle le non-moi occupe toute la place, le deuil maintient la réminiscence de la présence. La naissance a tout changé, non du point de vue de l'être, mais d'un point de vue humain. Le deuil construit clairement cette distinction, et pas seulement d'un point de vue affectif ou d'un point de vue psychologique. La place vide laissée par le mort signifie dans le monde, à dimension humaine, qu'en mourant, l'existant ne disparaît pas purement et simplement, mais qu'il garde le bénéfice d'avoir été. De nouveau dans la mort, Jankélévitch écrit ceci: « La mort nihilise l'être vivant. Après quoi l'oubli, parachevant l'œuvre de mort, efface peu à peu ce que la mort a épargné. Mais alors même que le dernier souvenir du défunt et la dernière trace de son passage sur la terre et jusqu'à son nom auraient disparu de la mémoire des hommes, il restera encore dans cette obscure existence oubliée, inconnue, anéantie, écrasée par la masse des siècles, il resterait quelque chose d'indestructible et d'inexterminable, et rien, absolument rien au monde, ne peut abolir ce quelque chose. » Pour reprendre mon propos, la naissance fait passer du personne à quelqu'un, et la mort fait passer du quelqu'un à plus personne, laissant la place occupée par ce quelqu'un vide. L'œuvre de création qui fait émerger une formation n'est pas raturée par la mort. Autrement dit, la place où l'existence se loge au moment de sa naissance n'existait pas avant lui, mais elle signifie quelque chose au-delà de lui. Cette place, cet endroit où quelqu'un existe au monde, s'appréhende et se crée dans une dimension proprement humaine, sans quoi le deuil n'aurait aucun sens, en sorte que le deuil peut révéler l'implication de la naissance. La naissance et la mort ne peuvent pas se poser dans un rapport mutuel d'équivalence ou d'opposition. En revanche, la naissance et le deuil révèlent une cohérence du destin humain qui finalement s'appuie moins sur l'être que sur le sens. La mort n'intervient alors plus comme un non-être, mais surtout comme un non-sens, avec le visage qui devient masque chez Lévinas. Il ne s'agit pas ici de chercher où tirer un fil pour dérouler la trame existentielle du début à la fin, mais à partir de notre existence et de la relation à autrui, de se questionner sur le rapport entre la dimension autrement qu'être du sujet et son intrication dans le donné, en d'autres termes, se questionner sur sa situation de créature. Jankélévitch écrit dans le premier passage que j'ai cité au début de mon intervention que le sujet éprouve douloureusement le sacrifice de certains possibles. L'épreuve douloureuse du choix, qui pose l'impossibilité de l'ubiquité ou de la toute-puissance, est une épreuve de la frustration, qui forme un moi hypostasié. Par le processus de confrontation au non-moi qui apparaît encore chez Lévinas dans Totalité et Infini. Alors que ce que Jankélévitch évoque ici est une valeur positive de la présence du moi, qui ne nécessite pas de confirmation par la discrimination du non-moi, mais qui exerce cette distinction secondairement à l'émergence de sa positivité de « oui », pour reprendre l'expression de Jankélévitch. Et il me semble que cette seconde description est proche de ce que Lévinas développe à partir de Totalité et Infini. Jankélévitch distingue deux positions, celle qui consiste à choisir et celle dans laquelle le sujet reçoit sans choix. Il y a donc deux temps de l'existence, le temps de l'événement auquel le moi est soumis, qui ne laisse aucun choix, donc le temps de la passivité, et le temps du moi qui est temps de l'exercice douloureux de sa propre liberté, le temps de l'activité. C'est une distinction que l'on peut trouver aussi chez Lévinas, lequel décrit d'une part l'avènement du sujet dans l'immémorialité du choix dans l'immémorialité de sa relation avec l'autre, et d'autre part l'athéisme du sujet se déployant au présent. L'immémorialité du choix chez Jankélévitch
signifie une formation originaire de la forme subjective qui n'en finit pas de s'accomplir dans son propre mouvement. La naissance du sujet en tant que créature soulève une sorte de destinée en tant que sujet au monde. La modalité même de la créature est liée par sa venue au monde, qui ne fait l'objet d'aucune décision. Cette réception sans choix relève du mouvement même de la subjectivation. Il s'agit chez Lévinas du moment préexistant à toute liberté et qui autorise la liberté. L'impossibilité à choisir d'être ou de n'être pas, la soumission à un destin, est en effet considérée dans la philosophie de Lévinas comme le point d'ancrage de tout choix, de toute décision et de toute création. La créature finie, écrit Jankélévitch, est déjà négation positive ou position niée. C'est-à-dire que la position de créature consiste dans l'affirmation d'une présence qui tranche sur la globalité de l'être. En se logeant dans un endroit, le sujet fait sa place de sujet. Mais cette manière de faire sa place ne relève pas de la volonté, plutôt d'un destin de subjectivation qui s'articule en fonction de l'altérité, se formant en tant que structuration. Négation positive ou position niée paraît comme une autre manière de dire le presque rien. Il n'y a pas d'existence prénatale ou post-mortem. Entre les deux bouts du non-être que sont le ne pas encore être et le ne plus être, la temporalité au présent de la subjectivation ne s'ouvre pour Jankélévitch qu'en tant qu'affirmation. Au nom de l'inexistence, il oppose le oui de l'existence. Néanmoins, ce oui ne peut pas se comprendre comme choisi. Que signifie de dire que le oui est reçu? Comment passe-t-on du rien au oui avant de finalement retourner au non? Je le comprends comme le passage de l'inexistence à l'existence personnelle. En termes lévinassiens, on pourrait dire qu'on passe de la totalité de l'ilia à l'exception personnelle. La différence n'est pas quantitative, mais seulement qualitative. Il n'y a personne, il y a quelqu'un. La présence est intrinsèquement liée à l'être, non seulement parce que la subjectivation n'a lieu que dans l'être, mais l'autrement qu'être lui-même ne se rencontre pas ailleurs que dans l'être. Il y a bien une pensée de l'existence, non comme mise en péril dans l'autrement qu'être du sujet, mais d'une certaine manière confirmée. Selon ma lecture, c'est la même distinction qu'on trouve chez Jankélévitch. Ce qui perce dans la naissance, c'est la présence de quelqu'un. Et il me semble qu'il faut être quelqu'un pour porter avec soi ce oui, ou cette affirmation sensible de l'autrement qu'être. Dans la mort, Jankélévitch écrit encore ceci. Comme d'ailleurs le pessimiste le rappelle complaisamment, l'être qui est n'a jamais eu le choix entre naître et ne pas naître. L'être virtuel n'a jamais été appelé à donner son avis, pour la bonne raison qu'il n'y a jamais eu de candidat à l'existence. La mort et la naissance ne peuvent pas constituer des événements que la temporalité oublie dans sa continuité, mais au contraire, la temporalité repose sur la relation à l'altérité. Et cela non comme début et comme fin d'un moment, mais comme le point de rupture intériorisé du sujet, cette formation se formant qu'il maintient pour continuer à s'inscrire dans l'humanité. Ce qui implique que la fin et le commencement sont sans cesse possibles, comme si la discontinuité était la condition de la fécondité. La mort et la naissance se situent au-delà du rapport de pouvoir, et de cette manière apparaissent comme des ruptures de l'être, de cette totalité qui tient le monde dans la continuité de sa trame. Si Lévinas peut poser l'assignation de l'autre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, comme départ de l'éthique, à travers la passivité extrême de la parole inaugurale dit, qui est encore dire, mais où le corps déjà se fait verbe, c'est que dans le passé anarchique de l'humain, la maternité est considérée comme à la fois substitution et transmission de la substitution, comme une scène primitive où se contracte la signification. Ce temps de l'autre, bien antérieur au temps égologique, permet la naissance comme une rupture de la matière inerte et de la distance. Car l'instinct immémorial où se noue l'intrigue de l'altérité engendre la proximité et la différence qui, d'un même mouvement, rendent possible tout logos. Le temps de l'autre, temps du corps maternel,
ouvre la signifiance du monde personnel et humain. C'est en cela qu'il est le dire préalable à tout dit. La séparation du moi n'est plus une limitation, mais la possibilité de son ouverture. La mort du sujet est bien la fin de sa propre manière d'autrement qu'être. Néanmoins, elle n'est pas la fin de l'altérité. La mort est la fin de la relation, alors que la naissance ou la prénaissance est déjà prééthique. Le sujet vient au monde tel qu'il a mijoté dans les entrailles de l'autre, en relation intime avec l'autre, et ce jusqu'à ce que l'autre devienne extérieur, c'est-à-dire qu'il prête au sujet un destin autonome dans le monde, destin qui devient son mode de structuration. Ce qui est rompu par la mort, c'est la relation avec un autre personnel, porteur, matriciel. Cet autre qui nourrit la relation par son altérité, par le désir que suscite la distinction du sujet, c'est-à-dire son expulsion comme sujet autonome. Ceci permet l'émergence du sujet en tant que quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alors, comment décrire le passage de personne à quelqu'un ? Penser qu'il s'agirait d'un tel passage consisterait à dire qu'il y avait une place à prendre. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'y a pas de place laissée vide qui attend que quelqu'un vienne l'occuper. Comme l'écrit Jankélévitch, il n'y a jamais eu de candidat à l'existence. Autrement dit, dire qu'il n'y avait personne ne marche pas. Il n'y a pas de possibilité rétroactive de la présence. En revanche, avec la mort, on peut dire qu'il n'y a plus personne. Je voudrais conclure à partir d'une remarque de Lévinas dans Signature, un article qu'on trouve dans Difficile Liberté, page 436 de l'édition de poche de Difficile Liberté. Avoir conscience, c'est avoir du temps, écrit Lévinas. C'est être en deçà de la nature, dans un certain sens, ne pas encore être né. Un tel arrachement n'est pas un moindre être, mais la façon du sujet. Cette modalité, Lévinas semble la partager avec Jankélévitch. Que le je ne sais quoi soit à l'œuvre, fait de l'humain un existant en formation, qui ne se trouve pas dans une inscription simple dans le monde. En décrivant l'humanité de l'homme, c'est-à-dire l'éthique qu'il recèle, comme un ne pas encore être né, il me semble que Lévinas propose de penser le retrait de la conscience comme une assignation à une formation subjective constamment se formant. Puisque le sujet est comme pas encore né, cela implique que sa propre naissance demeure à l'horizon, plus que sa mort. Et il me semble que c'est précisément cette considération pour la venue qui est tenue de se poursuivre pour que l'humanité émerge, qui se trouve au fond de la question du deuil. Le mouvement arrêté, l'anéantissement de tous les possibles évoqués par Jankélévitch, reprend cette idée de la rupture d'un devenir sans cesse en train d'advenir, le quod ou le geste. Les possibles ne sont pas soumis à la décision de l'humain, ni à sa naissance, ni à sa mort. Cependant, il apparaît que toute la période d'exercice de l'existence consiste dans une opération de venue au monde, en sorte que la naissance se prolongerait dans toutes les modalités de l'existence postérieure à ce que nous appelons la naissance. Cette idée du pas encore né, de Lévinas a fait écho pour moi à quelque chose que dit Henri Maldinet dans un entretien avec Jean-François Rey. Henri Maldinet dit « L'existant n'a lieu qu'en arrivance. Il est celui qui arrive. Cette arrivance constitue l'advenir. L'advenir et non l'arrivée. Finalement, la naissance n'est pas une arrivée, mais elle devient le point de départ d'une manière d'arriver qui n'en finit pas d'arriver, tandis que la mort met un terme à cet état d'arrivance, comme si finalement elle constituait le point final à la naissance elle-même. Il semble que la naissance ne s'accomplit que lorsqu'elle n'a plus lieu. Autrement dit, lorsque la forme est définitivement formée dans l'être et plus en formation, lorsque les contours sont dressés sans dépasser. Il y avait quelqu'un peut ouvrir sur une description de contenu, comme Jankélévitch le relève dans La mort,
En revanche, il y a quelqu'un, donc l'actualité de la présence humaine ne se prête pas, me semble-t-il, à la description d'une forme, mais seulement à la formation, toujours en formation, en train d'advenir sans cesse. Je vous remercie. Merci Flora. Donc je vais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Ou des remarques sur l'exposé de Flora? Oui. Oui, je vous remercie beaucoup de vos propos passionnants. Et je trouve ça très important de rapporter cette question à venir et quitter le monde, dans la mesure où c'est effectivement de réalité. Je n'ose pas dire que ce soit les événements, je ne suis pas sûr que ça s'approprierait d'ailleurs, mais enfin, auxquels nous sommes directement jamais présents. Alors c'est ce qui est, dans un sens, qui relie, c'est-à-dire je ne suis pas le contemporain de ma naissance, et je ne serai pas le contemporain de ma mort. Mais en revanche, il y a une dissymétrie, vous l'avez très bien mis en évidence, ça me semblait remarquable. Alors j'ai une question plus précise sur ce rapport que vous avez souligné entre la temporalité et l'altérité, montrant qu'ils étaient liés fondamentalement l'un à l'autre, et sur le fond, la temporalité laissait penser à partir de l'altérité. Mais j'ai aussi en mémoire ce que vous avez dit à propos d'Yankelevitch peu avant, disant que la mort même, tant puissant, ne peut pas abolir l'avoir été. Alors, je dirais oui et non, parce que c'est une vérité, cet énoncé-là, qui est stricto sensu dans les termes de Yankelevitch, mais empirique, et pas empirique. Parce que combien d'existants sont morts dont on n'avait plus aucun souvenir. On abolit même l'avoir été. Donc, et du coup, c'est pas en contradiction à ce que vous avez dit, mais je pense que ça en souligne la force, c'est-à-dire que si même ce propos, la mort peut abolir l'avoir été au niveau empirique, mais pas au niveau métempirique, ça veut dire que c'est vraiment dans le rapport à l'altérité que le temps se révèle, comme avoir été. Si on fait disparaître l'altérité, alors la mort triomphe même de l'avoir été. Oui, absolument. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, mais c'est un peu paradoxal et en même temps, c'est ce à quoi je voulais en venir. Enfin, ça n'a de sens, et comme la question du deuil n'a de sens que de ce point de vue, et pas du point de vue de l'être. Je veux dire, empiriquement, en effet, on peut être vivant au moment de la mort, rien ne manque finalement, puisque le corps est toujours là, par exemple. Donc je suis. L'avoir été, c'est le viatique pour l'éternité. Et je me suis toujours posé quand même la question du spirituel, c'est Yankelevitch quand il dit ça. Que veut dire ce viatique pour l'éternité? Consiste le fait d'avoir été là. C'est une petite fille suppliciée à Auschwitz, dans cette magnifique façade d'Olivia Versif, je crois. Au nom de la mort. Bon, ben la mort, le fait que cette petite fille ait existé, ce fait-là est un fait, c'est son viatique pour l'éternité. Et là, ce que je n'ai jamais bien compris, c'est au-delà d'un état empirique, quelle est la part du spirituel quand même dans cette pensée-là? Ce qu'il appelle l'éternité. Voilà, nommer l'éternité. C'est une question que je te pose, mais que je me pose sans cesse. Je me dis, c'est vrai. C'est d'ailleurs sur la plaque de Saint-Maison, on a marqué cette phrase, le fait d'avoir été son viatique pour l'éternité, cette phrase de Versif. Parce qu'elle correspond tout à fait à cette pensée, mais quel lien avec le spirituel? Pour les Vinas, ce serait plus simple, mais pour la religieuse, mais pour Yankelevitch. Et c'est là, les Vinas dit de lui, dans l'article que tu as cité ce matin, penser sans religion, c'est un moment où il dit penser sans religion, Dieu va savoir. C'est dans ce même article. Oui, les Vinas, voilà, avec Dieu seul va savoir. Et là, c'est dans ce fait d'avoir été qu'on se pose cette question. Nous, ça touche le spirituel. Qu'est-ce qui fait tendance avec lui? Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Mais je partage la réflexion, mais j'ai pas de réponse à ce qui. J'aimerais bien quelqu'un. Oui. Jean-Michel qui. Oui. Oui, bon, l'exposé était très bon, vraiment, Flora. Oui. Et bon, moi j'ai juste deux remarques. Une remarque et un rebondissement. La remarque, c'est la chose que tu as énormément soulignée,
c'est que l'existence humaine ne doit pas être envisagée sous l'angle de l'étang. Donc la naissance, c'est pas la venue au monde au sens de la venue d'un étang. Donc toute conception idémorphique ontologique classique de cette affaire serait pas pertinente. Bon, et tu termines avec la citation d'Elinas qui dit exactement ça, qu'une personne, c'est toujours quelque chose qui est dans la modalité autrement qu'elle, dans la mesure où elle est en retrait. Et donc c'est autre chose que l'énoncé auquel on est habitué, comme quoi un être humain c'est quelque chose qui perpétuellement se fait, hein, un projet plutôt qu'un lichen, comme disait Sartre, ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas ça, c'est pas décrire l'homme comme en proie à une praxis qui le remodèle tout le temps, c'est dire que l'humanité de l'homme, elle est dans le retrait autrement qu'être. Elle n'est pas dans l'effectuation variable de forme. Même si ensuite ça peut prendre la forme de tous les changements et les nouveautés concrètes de nos existences. Et ça, je trouve que dans tout ton exposé, tu l'as accentué absolument magnifiquement, et ça change l'évaluation de la naissance et de la mort, d'avoir le référentiel d'autrement qu'être. Tu l'as extraordinairement bien établi. Bon, et maintenant je voulais, à part ce commentaire, revenir sur l'esquisse de débat que vous avez eu sur l'avoir été. Et moi, il me semble que la radicalité de cette idée de l'avoir été, c'est que ça ne dépend pas de la mémoire. Oui. La description droite et correcte de ce qui se passe dans une mort, c'est que ça installe un avoir été. Ça installe le défaut à sa place d'une personne, et c'est juste la description théorique juste, quoi. Après, il peut y avoir mémoire ou non, peu importe. De toute façon, la juste description de la chose, c'est que il émerge, surgit un avoir été, la vacance d'une place. Je suis d'accord. Et comme d'habitude, je ne peux pas parler après Jean-Michel Salanski. Je suis tenue en respect. On avait dit faire un truc sur la naissance, tu peux pas lui envoyer son article, t'as pas besoin, Jean-Michel, on n'est pas tricolier. Françoise faisait remarquer qu'elle connaît quelqu'un qui travaille sur la naissance. Il est en train de faire un gros recueil sur la naissance, il m'a demandé ce que je pensais, donc il dit que j'ai pas trop occupé, puis surtout j'ai pensé pas grand-chose, n'ayant pas grand talent. Et je pense que ton article serait extraordinaire dans le cadre de cette revue. Je donnerai ces coordonnées ce soir, ce serait très très important que dans le corpus qu'il est en train d'écrire, tu puisses insérer cet article. C'est tout remarquable que tu viens de faire. D'accord. Alors moi aussi, j'ai trouvé votre intervention tout à fait profonde et suggestive. Merci. Il y a une question à propos de la mort des angéliques que je me suis toujours posée sans trouver une réponse. Je ne sais pas en France, mais en Italie, il y a toute une problématique très compliquée à propos du problème du finis vitae, qui se donne dans la fin de la vie. Alors, je me suis toujours posé cette question, parce que c'est une question soit personnelle, par rapport aux personnes qui sont malades. Par exemple, je pense que plusieurs d'entre nous ont eu cette expérience d'un parent qui était malade d'une maladie terminale, non? Donc, et là, on doit parler des décisions tout à fait inquiétantes. Et alors, je me suis toujours posé cette question. Si Jean Kelevitch nous donne pas des réponses, mais au moins des mots, des suggestions pour se poser face à ce problème terrible et en même temps qu'on ne peut pas aborder, non? C'est le problème de la fin de la vie et comment on peut se mettre face à ce problème très inquiétant. Merci. Merci. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse, mais je pense que je ne connais peut-être pas suffisamment Jean Kelevitch pour répondre. Alors oui, dans Penser la mort, j'ai mis 4 articles pour Vladimir, dont un sur l'euthanasie. Il y a un article. Bien sûr. C'est pas un article. Penser la mort, ce sont des entretiens qu'il a accordés à des philosophes. Il répond sur l'euthanasie. Non, c'est ça le problème. Qui le dit, pas il est euthanasie. Il est contre. Il est contre l'euthanasie. Et pourtant, de temps en temps, il dit c'est selon. La mort, il ne peut plus discuter. C'est selon. C'est sa grande forme. C'est selon. Selon moi, c'est plus compliqué, je pense. Si vous voulez. Non, j'ai pas plus à dire que ça. Juste sur l'avoir été,
Parce que bon, parce que c'est une idée qui m'est plus justement avec toi, parce que c'est vrai qu'on se pose la question on va faire ce genre de formule. Oui. Bon, parce que j'ai aussi ce qui a été fait ne peut pas être défait. Hein, donc, oui. Ce qui était révocable avant l'action n'est plus une fois l'action faite. Et là, en fait, c'est vrai que ce contexte dans lequel il insiste vraiment sur le fait qu'on ne peut pas faire que celui qui a été n'ait pas été. Hein. Soit d'avoir été, c'est ce qui subsiste. C'est quand même le contexte où la mort est l'effet de la méchanceté humaine. C'est quand même l'extermination des Juifs d'Europe. C'est quand même la petite fille. C'est la mort personnelle. Et là, il ne dit pas que c'est un viatique. Je me souviens bien, il ne blanque pas ces termes qui sont quand même assez positifs, si on peut dire, pour une mort naturelle, vieillesse dans son lit. On peut dire, après tout, quand même, c'est ça notre espoir. Il n'y a pas comme chez Bergson, peut-être l'idée qu'il y aurait quelque chose qui c'est une victoire sur la mort, hein. Mais au moins, voilà, il y a quand même un sujet d'espérance, c'est que quelque chose, la trace de notre passage sur la Terre subsistera. Bon, là, il le dit quand même avec beaucoup de force dans ce contexte-là, où il dit, justement, parce qu'on a voulu, les assassins ont voulu exterminer le fait même que ces êtres existent, en fait. Eh bien, donc la nihilisation. Donc en fait, la plus belle revanche, c'était précisément le fait, et je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est pas un effet de la mémoire humaine, parce que la mémoire a ses limites, et au bout de quelques générations, on ne sait pas très bien ce qui se passe quand il s'agit d'une personne en particulier parmi des millions d'autres. Hein. Mais c'est vrai que là, moi je pense que c'est vraiment lié à ce contexte. Hein. Mais ça peut se retrouver aussi pour la mort de manière générale, mais il me semble que c'est vraiment là le scandale de la mort propre est vraiment à son paroxysme, quand c'est l'effet de la méchanceté humaine. Encore une question. Oui, justement, parce qu'à propos d'un texte politique infini, on a justement la tendance à se servir de ce texte et à se servir de Lévinas, quand on enseigne justement dans le secondaire sur ce pas, à utiliser cet auteur et à utiliser donc justement le temps de l'autre, le rapport à l'autre, et puis donc la temporalité, et puis ce scandale, donc tout d'un coup l'être n'existe plus, et on a tendance aussi à se servir du temps de l'autre, de la disparition de l'autre, du visage de l'autre, et du scandale de la mort, à utiliser donc ce rapport à la mémoire et à se servir, à s'appuyer sur la mémoire et en particulier sur l'ouverture de la mémoire historique. Voilà, donc à dire ce scandale, c'est le fait que tout d'un coup, ils n'ont plus été parce qu'ils ont disparu, parce qu'ils ont disparu dans le camp. Est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison de dire ça aux élèves? Est-ce qu'on a. Voilà. Je vous pose simplement la question. Voilà, très complètement. Est-ce qu'on a. Vous tranchez absolument. Une génération, voilà. Voilà, d'assister sur le côté un petit peu générationnel vers où est-ce que ça nous offre pour le corps propre. Voilà. C'est une simple question pédagogique. On ne peut pas juger. Je ne sais pas trop répondre, hein. Je suis désolée, il faudrait savoir précisément lequel est. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou Que faire? on passe à la suite? C'est un petit peu. La tendance est un petit peu appuyée sur. J'oserais une question très profane. Je ne m'attends pas à me mettre au niveau de votre intervention. Et apparemment, demain, nous serons privés de tarte à la crème. Donc, oui. donc je me permettais la question. Est-ce que par rapport au je ne sais quand, vous n'avez pas rendez-vous avec la mort, donc qui ferait que, comme j'ai parlé de votre naissance, qui ferait que nous serions porteurs d'être ou porteurs de vie, un peu malgré nous. Est-ce que la simple question du suicide ne serait pas une façon de donner rendez-vous, de reprendre la main, en quelque sorte? Oui, mais c'est jamais ce qu'on pense. Enfin, c'est ce que je disais dans mon intervention. Quoi qu'on fasse, c'est parce que j'ai aussi pensé au fait de provoquer les naissances. Enfin, c'est un fait, mais c'est quand même pas ce qu'on attendait et ça se passe quand même pas comme on imaginait. Enfin, je pense que quand on fait l'expérience, on s'en rend compte. Même quand on est intimement convaincu qu'il y a un inconvénient à être né, par exemple. Et ceux qui pensent qu'il y a un inconvénient à être né ne se suicident pas, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils attendent la mort. C'est autre chose.
Bon, on va passer à la suite.